Si vous étiez pris au piège au milieu d'une ville tout à coup envahie par des zombies mangeurs de chair, des abominations génétiques et un monstre de Frankenstein de plus de 2 mètres de haut muni d'un lance-roquette, dont le seul but est de vous effacer de l'existence, que feriez-vous? Prenez vos clés et peut-être un sandwich aussi, parce que je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment survivre à l'apocalypse zombie dans Resident Evil 3. Voici Jill Valentine, ancienne star des services spéciaux de tactique et de sauvetage de la police de Raccoon City, ou STARS en abrégé. Au cours de l'été 1998, Jill et son équipe ont été envoyés pour enquêter sur la cause d'étranges événements qui les ont conduits à une propriété abandonnée dans les montagnes d'Arklay. L'endroit s'est avéré rempli de zombies et d'autres créatures terrifiantes. Produit d'expériences tordues avec une nouvelle arme biologique appelée le virus T, créé par Umbrella Pharmaceuticals dans son laboratoire souterrain top secret. Jill et son équipe ont réussi à s'échapper du domaine et à détruire les installations. Mais le virus s'est échappé lui aussi. Quand ils ont raconté leur histoire au chef de la police, qui était lui aussi dans la poche d'Umbrella, Jill a été écartée des forces de l'ordre et a choisi de poursuivre seule ses investigations. La pression l'a conduit lentement au bord de la folie, jusqu'au soir où tout bascule. Après s'être assoupie alors qu'elle était plongée dans ses recherches, Jill se réveille vers 20 h et reçoit un appel désespéré de son ancien coéquipier Brad, qui lui demande avec insistance de quitter la ville. Avant qu'il ne puisse s'expliquer, leur conversation est brusquement interrompue quand le mur de son appartement explose tout à coup. Une énorme ABO de 2 mètres de haut l'envoie voler à travers la pièce. Jill fait immédiatement la seule chose qu'on puisse faire dans une telle situation et elle commence à tirer. Mais ça ne sert à rien, parce que les balles ne semblent pas avoir d'effet sur cette chose, ce qui ne lui laisse pas d'autre choix que de courir pour sauver sa vie, alors que le monstre continue à la poursuivre à travers le bâtiment. Jill s'échappe in extremis vers l'étage inférieur, mais la créature lui coupe l'herbe sous le pied en se frayant un chemin à travers le plafond. Un peu comme un Mario sous stéroïdes. Alors qu'elle se réfugie sous les décombres, la créature tente de l'attraper à l'aide d'un tentacule qui sort de sa main, mais Jill se libère à l'aide d'un morceau de verre brisé. Et quand elle est presque à l'abri, la créature traverse un mur de briques, attrape Jill par la tête et la projette à nouveau au milieu du brasier. Elle la poursuit ensuite dans le couloir en utilisant un énorme morceau de béton comme un bélier. Heureusement, Jill plonge hors de l'immeuble au moment où l'étage supérieur s'effondre, la sauvant ainsi de la créature pour l'instant. Mais ce n'est pas le moment de se réjouir. Apparemment, le virus a contaminé les réserves d'eau de la ville, transformant presque tout le monde en horde de morts-vivants avides de chair. Et c'est à ce moment-là qu'elle réalise que le cauchemar ne fait que commencer. Ok, je sais pas si c'est le fait qu'il puisse se prendre plusieurs balles directement dans le dôme sans broncher ou qu'il vienne de démolir un immeuble entier à main nue, mais quelque chose me dit que ce personnage va devenir un gros problème. Pas vrai? Right, let's do this. Traitez-moi de folle si vous voulez, mais je préfère de loin vos hordes ordinaires de Shamblers ou même quelques sprinters à cette apocalypse ambulante, dont la seule ambition est de me suivre jusqu'au bout du monde et de me réduire en bouillie. Maintenant que nous avons vu ce qu'il sait faire, je pense qu'il est temps de le présenter. Ce grand gaillard se fait appeler le Nemesis T02, ou simplement Nemesis pour ses victimes. En fait, il est ce qui arriverait si le T-1000, un zombie, et la chose de The Thing s'étaient rencontrés et avaient eu un petit bébé. Il est bien assez fort pour remettre Jack Baker à sa place, et c'est un combat que nous aimerions tous voir. Mais jusqu'à ce qu'ils aient leur propre épisode Freddy vs Jason, soyons reconnaissants de n'avoir qu'un bulldozer à forme humaine à craindre pour l'instant. Nemesis est le produit le plus abouti d'une lignée de prototypes de super soldats créés par Umbrella, infectés par le même virus que les zombies, mais auxquels on a également implanté un méchant parasite pour restaurer une grande partie de leur fonction cérébrale, ce qui leur confère une intelligence proche de celle de l'homme. Maintenant qu'il a grandi, il mesure 2,20 m et pèse plus de 280 kg. Ouais, c'est un bon gros zombie. Maintenant, son seul et unique but est d'éliminer les membres survivants de STARS et tous ceux qui se mettent en travers de son chemin, pour couvrir les traces d'Umbrella afin que leur lien avec cette épidémie ne soit jamais révélé au public. En plus de posséder une force surhumaine, de la vitesse et d'être agile, il est capable de déployer des tentacules qu'il peut utiliser pour vous attaquer comme Scorpion dans Mortal Kombat, et de s'agripper d'un toit à l'autre, se frayant un chemin à travers la ville en mode Spider-Man. Si vous êtes vraiment déterminé à le combattre de front, il faudra une sacrée puissance de feu. Plus il est endommagé, plus le parasite prend le dessus, ce qui détériore son intelligence et le transforme en un être plus bestial. Ça ne le rendra pas moins dangereux au combat pour autant, mais ça vous permettra de profiter de sa rage animale en utilisant des stratégies qui ne fonctionneraient pas forcément s'il était en pleine possession de ses capacités cérébrales. Il est clair que Nemesis est la principale menace, mais il ne faut pas non plus oublier la foule de zombies qui rôdent dans les rues.
Je pense que ces monstres sont officiellement censés être infectés, puisqu'après leur mort, le virus réanime leurs cadavres et les transforme en ghouls sans cervelle qui se tortillent. Si vous devez les combattre, visez la tête. Facile, non? Mais malheureusement pour nous, ces zombies sont particulièrement résistants, à tel point qu'ils peuvent encaisser plusieurs tirs à la tête avant de s'écrouler. La seule façon de les tuer est de les décapiter, de détruire complètement leur cerveau ou d'éliminer tout leur corps avec du feu ou de l'acide. La clé est donc de trouver une arme fiable et de faire en sorte que vos tirs soient efficaces. Si j'étais Jill dans cette situation, ma seule priorité serait de quitter la ville au plus vite, aussi loin que possible de ce grand type. Jill pourrait essayer de lui administrer des quantités importantes de médicaments antiparasitaires ou d'antibiotiques, ou de l'exposer de quelque façon que ce soit à une chaleur ou à un froid extrême pour tuer le parasite de l'intérieur, ou encore de l'assommer et de lui retirer chirurgicalement le parasite afin d'éliminer littéralement la source de ses capacités. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais au moins, ce serait un début. Maintenant, ce sont de bonnes idées sur le papier, mais un seul coup d'œil à ce type vous indique qu'essayer de le combattre devrait être une solution de dernier recours. Pour le moment, Jill doit s'efforcer de quitter la ville en un seul morceau. J'essaierai de trouver un véhicule abandonné qui fonctionne encore et de voir jusqu'où je peux aller. Ce ne sera pas facile, mais c'est mieux que de rester dans les parages. Alors qu'ils fuient les zombies, ils sont tous les deux contraints de se réfugier dans un pub voisin. Mais Brad finit par se faire mordre et il décide de se sacrifier pour que Jill puisse s'enfuir. Elle réussit à trouver un Glock sur le corps d'un officier tombé au combat dans l'allée de derrière. Mais avec autant de zombies dans les rues, les combattre tous n'est pas vraiment une option. Sa seule chance est de trouver un moyen de quitter la ville. Et elle en a l'occasion quand l'équipage d'un hélicoptère qui passe lui dit de le rejoindre sur le toit d'un parking voisin. Mais c'est là leur plus grosse erreur. Alors que Jill n'est qu'à quelques mètres, l'hélicoptère est tout à coup projeté au loin par qui d'autre que le sympathique Némésis, laissant Jill en plan. Réfléchissant rapidement, Jill saute au volant d'une voiture et fonce droit sur lui, les envoyant tous les deux dans les rues en contrebas. Malgré tout, Némésis continue ses attaques. Mais quand elle semble sur le point d'être transformée en sandwich à la Jill, un héros aux cheveux hirsutes nommé Carlos intervient pour lui sauver les miches. Après avoir frappé Némésis d'un coup de lance-roquette, Carlos conduit rapidement Jill dans une station de métro voisine. Il lui présente alors le reste de son équipe. Ils font partie d'un groupe de mercenaires engagés par Umbrella. Et ils ont été envoyés pour évacuer les civils de la ville. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensent. Ils doivent remettre la rame en marche pour pouvoir mettre les survivants à l'abri. Et comme Jill a elle aussi envie de quitter la ville, elle accepte de les aider. Cependant, elle ne leur fait pas totalement confiance après avoir découvert pour qui ils travaillent. La première étape pour Jill, c'est de rétablir le courant à la station souterraine voisine. Mais ce ne serait pas facile d'y arriver. Après s'être frayé un chemin dans un garage, Jill rencontre des ennemis qu'elle n'a pas revus depuis le premier incident au manoir. Un couple de Doberman zombifiés. Ils sont tout aussi féroces et bien plus agiles que les zombies. Mais Jill parvient à les abattre et à poursuivre sa route vers la station. Quand elle y arrive enfin, elle constate que l'endroit a été envahi par une étrange structure ressemblant à une ruche. Elle semble être faite de chair en décomposition. Et elle ne tarde pas à rencontrer la créature qui l'a construite, puisqu'elle est tout à coup attaquée par le haut et infectée de la progéniture d'un insecte mutant répugnant. Heureusement, elle parvient à tuer les larves avant qu'elles n'éclosent en avalant des herbes médicinales. Mais elle devra se frayer un chemin à travers la ruche pour pouvoir rétablir l'alimentation électrique de la station. Ces abominations de la nature sont connues sous le nom technique de Draendamus et tirent leur nom d'une ancienne divinité grecque considérée comme l'incarnation physique de la peur elle-même. Ici, quand une puce ordinaire consomme le sang d'une personne infectée par le virus T, eh bien, de minuscules insectes, elle devient une créature terrifiante de la taille d'un adulte. Ces étranges créatures survivent en consommant les nutriments contenus dans les fluides corporels humains, en utilisant leur force accrue pour dominer leurs victimes et en utilisant une trompe allongée pour aspirer les sucs. Comme il s'agit d'une espèce exclusivement féminine, elles se reproduisent parfois en injectant de force leurs larves à leurs victimes. Le seul moyen d'empêcher l'éclosion des larves, c'est de consommer une de ces plantes vertes bizarres qui traînent un peu partout, puis de régurgiter les bestioles avant qu'il ne soit trop tard. Le pire, c'est qu'elles aiment utiliser la tactique de l'essaim, ce qui veut dire que quand vous en voyez une autre est peut-être juste derrière vous. La seule bonne nouvelle, c'est que ces bestioles sont loin d'être aussi résistantes que Némésis, ou même que les zombies. Les explosifs et le feu peuvent venir à bout de groupes entiers d'un seul coup, même si pour l'instant, nos options offensives sont quelque peu limitées par les ressources dont nous disposons. Nous devons utiliser tout ce qui se trouve dans l'environnement et qui pourrait nous donner un avantage dans le combat. Par exemple, les générateurs électriques qui sont visibles ici, afin de neutraliser les insectes avec de l'électricité.
Nous devrons également rester constamment en mouvement, parce que rester immobile trop longtemps leur donne la possibilité de se regrouper et de vous submerger. Cela dit, Jill doit absolument trouver un moyen de sortir de la ville, peu importe comment. Une énorme bombe d'insecticides serait parfaite ici, mais je ne sais pas s'il y en a assez dans la ville pour se débarrasser de ces choses. Si c'était moi, j'appellerais Carlos et son équipe à mon secours. Ils ont autant besoin de quitter cette ville que Jill, et personne n'ira nulle part si nous ne pouvons pas rétablir le courant. Si nous n'avons pas d'autre choix que de pénétrer dans ce nid, alors il serait utile d'avoir quelques boucliers de viande, je veux dire des renforts. Ça devrait forcer les créatures à diviser leur attention entre plusieurs cibles. S'ils travaillent ensemble, Jill pourrait utiliser Carlos et son équipe pour attirer l'attention des créatures pendant qu'elle progressera dans la station souterraine et rétablira le courant. Et elle pourra ainsi se concentrer sur son objectif, au lieu d'avoir constamment à surveiller ses suceurs de sang juste derrière son épaule. Jill se met en route aussi vite qu'elle le peut. Elle se faufile dans les tunnels et sur les passerelles, tout en combattant les insectes vague par vague, jusqu'à ce qu'elle parvienne à réenclencher les 4 disjoncteurs. En actionnant l'interrupteur principal, elle rétablit enfin le courant dans le métro rempli de réfugiés. Et elle fait même griller le nid d'insectes au passage. Mais elle n'est pas encore tirée d'affaire. Elle doit maintenant rejoindre les installations techniques du métro afin d'établir un itinéraire pour le train. Elle utilise des raccourcis astucieux pour contourner le gros type et les groupes de zombies ordinaires. Elle se bat jusqu'au local, puis elle trace l'itinéraire du train jusqu'à une zone sûre et parvient même à prendre un fusil à pompe au passage. Mais avant d'aller bien loin, Jill rencontre un nouveau type d'ennemi. Un cadavre infecté par un parasite ressemblant à un crabe qui s'accroche à la tête de ses victimes. En concentrant ses tirs sur la créature, elle parvient à la tuer ainsi que son hôte. Jill parvient enfin à regagner la station où elle retrouve Carlos et 2 autres de ses coéquipiers. Tyrell qui est plutôt cool et Nikolai qui est franchement louche. C'est alors qu'ils entendent Némésis revenir pour le 3e round. Mais ils ont encore besoin de temps pour préparer le train. Alors Jill se désigne pour servir d'appât afin d'éloigner la créature. Et elle s'échappe par les bouches d'aération dans le système d'égout de la ville. Quand elle a enfin le temps de respirer, Jill tente immédiatement de contacter Carlos par radio. Mais elle ne capte aucun signal dans les tunnels, ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas se parler tant qu'elle n'aura pas retrouvé le chemin de la surface. Contrairement aux rues, les égouts sont exempts de zombies à 100%. Et pendant un certain temps, tout est plutôt calme. Mais tout à coup, une monstruosité terrifiante qui ressemble à un croisement entre un poulet et un poisson rouge sort des canalisations en rampant. C'est dégoûtant! Mais Jill parvient à blesser la créature en tirant dans sa chair exposée quand elle ouvre la bouche pour l'attaquer. Et elle finit par la blesser suffisamment jusqu'à ce qu'elle s'écroule pour de bon. Ok, qui est avec Hermite le Maléfique sur sa carte de bingo? Au moins, nous n'avons plus affaire à des zombies ou à notre ami Némésis pour l'instant. Mais ces gros monstres visqueux devraient suffire à nous occuper en attendant. On dirait que le seul moyen de sortir de ces égouts est de passer devant ces têtards géants. Il serait donc utile que nous comprenions d'abord ce qu'ils sont exactement avant d'élaborer un plan. Ces créatures sont connues sous le nom de Hunter Gamma, un autre produit des expériences génétiques d'Umbrella, même si j'en sais rien officiellement en fait. Après des années de recherche et de développement pour perfectionner le virus T, Umbrella a mis au point une arme biologique assez efficace. Mais il y avait un seul problème. Malgré leurs efforts, environ 10% de la population d'une zone donnée était encore naturellement immunisée contre le virus. Et quand on vise la saturation totale de la planète, ça ne suffit pas. Il fallait donc trouver un moyen de tuer ces 10% de survivants. Et c'est ainsi que le projet des Hunters a vu le jour. Il existe plusieurs variantes de Hunter, et nous en verrons une autre un peu plus tard. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils sont le fruit d'un croisement entre l'ADN humain et l'ADN animal, et qu'Umbrella a utilisé le virus T pour créer une machine à tuer Apex mutante des plus horribles. Merci beaucoup! Les gammas ont été créés en utilisant le virus T après avoir lié l'ADN d'un donneur humain à un ovule d'amphibien fécondé, et dont le produit fini est devenu aussi répugnant que l'idée en elle-même. Comme nous pouvons nous y attendre, ces monstres sont remarquablement forts et très résistants aux blessures. Mais ce qui rend les gammas uniques, c'est qu'ils peuvent même avaler leur proie en entier en déboîtant leurs mâchoires gigantesques. Passer à l'attaque les oblige à exposer leurs couches internes de chair qui ne sont pas protégées par leur peau blindée. Et ils ne pourraient pas rester longtemps sur la terre ferme en dehors des égouts. Mais puisque Jill est coincée ici et qu'elle ne peut pas changer l'humidité ambiante par magie, je pourrais essayer d'utiliser leur intelligence limitée contre eux en attirant autant que possible, puis en frappant plusieurs créatures d'un seul coup pour optimiser le peu de munitions dont nous disposons. Non, sérieusement, je pourrais le faire. Les créatures entrent aussi dans une sorte de charge aveugle quand elles tentent d'avaler leur proie.
Il serait donc possible de les appâter pour qu'elles s'attaquent accidentellement à quelque chose de dangereux, comme des produits chimiques corrosifs ou des débris tranchants. Bien qu'il y ait plusieurs façons de les éliminer, il est important de se rappeler que nous ne sommes pas ici pour jouer les exterminateurs. Notre seule vraie priorité, c'est de fuir la ville. Et la première étape pour pouvoir le faire, c'est de sortir de ces égouts et d'utiliser la carte que Jill a trouvée ainsi que les panneaux de sortie suivants pour trouver notre chemin. Si elle se retrouve dans une impasse, elle pourrait essayer de suivre le cheminement de l'eau qui pourrait mener à une station d'épuration ou bien écouter le bruit de la vie qui pourrait émaner de la surface. Jill devrait également utiliser la stratégie de résolution des labyrinthes pour s'assurer qu'elle ne se perdra pas. Ça consiste à rester toujours près du même mur. Bien entendu, nous pourrions continuer à épuiser nos munitions en combattant les grenouilles. Mais personnellement, je préférerais laisser le service des travaux publics de Raccoon City nettoyer ses propres égouts à ma place. Parce que ce sont eux qui ont donné à Umbrella l'autorisation de transformer toute la ville en zoo réservée aux abominations génétiques. Si toutefois il reste encore une ville à nettoyer une fois que tout sera terminé. Un peu plus loin dans un bureau, Jill récupère d'autres équipements, notamment un lance-grenade que le savant fou qui a créé ces créatures avait prévu d'utiliser contre elle si jamais la situation devenait incontrôlable. C'est vraiment étrange de trouver une arme pareille dans les égouts. Mais elle ne s'en plaint pas, parce que les tunnels grouillent de monstres amphibies et que son nouvel arsenal permet à Jill de les faire griller comme sur un barbecue cajun. Dans les tunnels, Jill se ferait un chemin parmi une douzaine d'autres mutants, jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin à trouver une échelle qui lui permette de remonter à la surface. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Pas du tout! Parce qu'à peine a-t-elle pris sa première bouffée d'air frais, que vous savez qui l'attrape tout à coup par la tête comme Shaq palperait un ballon de basket. Et cette fois, il a un lance-flamme. Jill s'enfuit pour sauver sa vie et se réfugie dans une zone de construction voisine. Mais le seul itinéraire possible est celui vers le haut. Et son vieux copain Némésis est littéralement à ses trousses. En utilisant la pile de matériaux de construction comme couverture, elle est capable de tourner autour de son adversaire, évitant ses attaques, tout en concentrant ses tirs sur l'énorme réservoir de carburant attaché à son dos. Et elle parvient finalement à le vaincre, les flammes engloutissant désormais l'ensemble du bâtiment. Jill réussit à s'échapper rapidement en sautant par-dessus la balustrade et en s'écrasant au niveau de la rue sur un ascenseur de chantier endommagé. L'atterrissage n'est pas des plus agréables, mais au moins, le géant est mort à coup sûr cette fois-ci. Après avoir pris des nouvelles de Carlos, Jill commence à retourner vers la station de métro, se faufilant à travers les rues, les ruelles et même quelques maisons, tout en s'occupant des morts-vivants qui se mettent en travers de son chemin. Vous vous dites peut-être que le pire est derrière elle maintenant, mais à ce moment-là, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps lui balance un lance-flamme géant à l'arrière du crâne. Vous devinez qui c'est, non? C'est Monsieur Némésis, revenu d'entre les morts pour la, voyons voir, 4e fois en une nuit. Jill est à court d'idées, mais au même moment, Carlos l'appelle avec une idée à lui, et il lui donne rendez-vous à l'extérieur de la station. Alors qu'ils franchissent la porte de sécurité, Carlos ouvre le feu sur un camion-citerne qui se trouve à proximité, déclenchant une énorme explosion et leur laissant le temps de se mettre à l'abri. On sait maintenant qu'une petite explosion ne suffira pas à mettre définitivement Némésis hors d'état de nuire, mais ça devrait au moins le ralentir un peu. Le train étant enfin opérationnel, il semble que Jill puisse enfin quitter la ville. Quant à Carlos et Tyrell, ils ont une dernière mission à accomplir. Ils sont renvoyés en ville pour localiser et sauver le docteur Nathaniel Bard qui travaille sur un vaccin susceptible d'arrêter l'épidémie. En parlant d'arrêter les choses dans leur élan, le train n'a pas roulé 5 minutes que le poursuivant de l'enfer gigantesque ici présent commence à démolir tout le convoi. Dans le chaos, le chef de l'unité Mikhail est attrapé par Némésis. Mais il déclenche une grappe d'explosifs à la dernière seconde, ce qui fait dérailler tout le train et Jill est assommée dans le crash. Voilà pour la tentative d'évasion. Pour le moment, revenons à Carlos et Tyrell, qui sont sur le point de faire une découverte bouleversante. Ok, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Se mettre en danger, c'est une chose. Mais quand votre tentative d'évasion conduit à ce qu'un train entier rempli de passagers innocents soit némésisté vers Oblivion, il n'y a qu'une chose à dire. Et c'est Jill, tu as merdé. C'est elle l'experte pour survivre aux expériences d'Umbrella. Mais ce qui est arrivé à ces pauvres pilotes d'hélicoptères sur le parking ne nous aura-t-il rien appris? Et tout ce qui s'est passé pendant cette nuit? Juste au moment où Jill pense qu'elle a enfin les choses en main, Némésis débarque presque à point nommé pour lui rappeler qui joue le prédateur dans ce jeu du chat et de la souris. Qu'est-ce qui lui a fait croire que maintenant ce serait différent? Peut-être que c'est que moi, mais je pense que la chose la plus courtoise à faire ici aurait été d'au moins vérifier auprès des autres réfugiés qui ne sont pas des plot armors s'ils étaient d'accord avec l'idée qu'elle monte à bord alors qu'elle est poursuivie sans relâche par un super soldat mort-vivant armé d'un lance-roquettes.
Il semble que partout où va Jill, une destruction sans nom est sûre de suivre. Et le pire, c'est que ça n'a même pas tué Némésis. Ça l'a juste rendu encore plus fort. Elle est sur le point de le découvrir par elle-même d'ailleurs. Alors désolé Jill, mais tu as merde. La recherche du Dr Bard amène Carlos et Tyrell dans un endroit familier, le département de police de Raccoon City. Il est encore un peu tôt pour rencontrer Léon, mais soyons réalistes, même Némésis n'aurait aucune chance si ces trois-là s'associaient, alors c'est probablement mieux ainsi. Pendant que Tyrell s'occupe des ordinateurs, Carlos se dirige vers le bureau de Stars au 2e étage, où ils espèrent tous trouver le docteur. Après s'être frayé un chemin à travers le bâtiment, Carlos parvient enfin à atteindre la sécurité relative du bureau de Stars. Mais il découvre que notre bon docteur se trouve dans un autre endroit. Au lieu d'être ici, il s'est réfugié dans l'hôpital voisin. Parce qu'Umbrella semble faire le ménage, tuant même ses propres chercheurs, afin que personne ne puisse répandre la vérité sur leur implication dans l'épidémie. À ce moment-là, Carlos reçoit un appel de Jill lui expliquant ce qui s'est passé dans le train, et il se précipite à son secours, laissant Tyrell s'occuper du docteur pour le moment. Pendant ce temps, Jill s'échappe des tunnels du métro et remonte à la surface. Alors qu'elle traverse une passerelle au-dessus de la rivière, elle voit Némésis sortir des tunnels antitubants, complètement embrasée, et tomber la tête la première dans l'eau. Elle semble s'en sortir pour l'instant. Quand tout à coup, la créature sort de l'eau et s'élance droit sur elle, les dégâts considérables qu'il a subis au cours de la nuit l'ayant fait muter en une forme bestiale terrifiante. Cette version fonctionne davantage par pur instinct barbare que par stratégie, poursuivant Jill jusqu'à la place voisine et la forçant à l'affronter de front. Heureusement, elle est capable d'utiliser l'arsenal amélioré qu'elle a acquis pour l'abattre progressivement, une balle après l'autre, en évitant ses coups de justesse. Et en utilisant les munitions de son lance-grenade pour le neutraliser quand il commence à tourner autour d'elle en courant sur les façades des bâtiments. Les deux adversaires s'échangent des coups pendant ce qui semble être une éternité. Finalement, Jill parvient à épuiser les capacités de régénération de la créature avec un barrage d'explosifs, mettant ainsi un terme décisif au combat. Victorieuse, elle enjambe prudemment le corps de la créature pour quitter les lieux. Mais au moment où elle tourne le dos, Némésis se redresse et commence à la traîner vers la rue. D'un tir bien placé, Jill fait s'écrouler la lourde grille de fer sectionnant le bras de la créature. Mais alors qu'elle tente de s'enfuir, Némésis régénère rapidement un nouveau tentacule et la transperce d'un méchant barbillon, lui transmettant le virus avant qu'ils ne s'effondrent tous les deux sur le sol. Plus d'une demi-journée s'est écoulée quand Carlos la retrouve enfin. Mais heureusement, Jill a réussi à s'accrocher. Réfléchissant rapidement, il appelle Tyrell par radio et lui demande de le rejoindre à l'hôpital où ils sauveront le médecin. Et espérons-le, trouveront un échantillon du vaccin pour sauver notre super flic. En suivant les indications pour se diriger dans le bâtiment, Carlos arrive dans une salle du personnel où il y a des cadavres partout. Et les énormes marques de griffes sur les murs sont le premier signe que ce qui a pu atteindre ces chercheurs est quelque chose d'encore pire que tout ce qu'il a pu rencontrer jusque-là. Il doit fouiller un peu partout pour finalement trouver une clé qui lui permettra d'ouvrir la zone de stockage et de récupérer la carte d'identité d'un employé dans un des casiers. Mais alors qu'il fait demi-tour vers le hall principal, il tombe tout à coup nez à nez avec la créature responsable du massacre. Comme si les zombies ne suffisaient pas, il doit maintenant affronter cette monstruosité blindée connue sous le nom de Hunter Beta. La créature a besoin d'une pluie de balles pour être abattue, mais Carlos parvient à faire le job sans se faire déchiqueter. Le seul problème, c'est que ce n'était que le premier d'entre eux. Ok, juste au moment où je pensais que nous avions vu le pire, voilà qu'une escouade d'hommes reptiles assoiffés de sang fait sa première apparition dans le décor. Ils ne savent pas qu'il y a déjà tout un tas d'autres monstruosités à la fête. Sérieusement, choisissez une autre apocalypse, bande de monstres verts. Mais bon, on connaît la chanson maintenant. Il est temps de comprendre à quoi nous avons affaire et comment nous allons pouvoir nous défendre. Tout comme les gammas, les bêtas ont été créés par Umbrella pour servir d'armes biologiques déployables afin d'éliminer tous ceux qui n'auraient pas été infectés par le virus T. Ces monstres sont nés d'un processus opposé à celui des gammas, utilisant le virus comme agent de liaison pour fusionner l'ADN d'un donneur reptilien avec un embryon humain fécondé, au lieu de l'inverse. Comme vous pouvez le constater, le produit est digne d'un véritable cauchemar. Ces bêtas possèdent une force et une vitesse surhumaines qui leur permettent de courir le long des murs et de tuer leurs victimes d'un seul coup avec leurs griffes affûtées comme des lames de rasoir. Leur peau blindée ne peut être pénétrée que par des tirs lourds soutenus pour exposer la chair plus faible cachée en dessous, ou par des tirs d'acide pour la faire fondre directement. Heureusement, Carlos est bien équipé pour faire face à ces monstruosités, et il dispose d'un certain nombre d'armes dans son arsenal qui sont capables de les abattre.
Mais compte tenu de la puissance de feu nécessaire et du fait que nous ne savons pas sur quoi nous pourrions encore tomber avant la fin de la nuit, je ferai tout de même de mon mieux pour éviter de me battre avec eux dans la mesure du possible. Tout comme Jill, une des choses qui ralentit le plus Carlos, c'est qu'il se heurte sans cesse à des portes verrouillées et qu'il doit trouver un moyen de les contourner. Mais comme Jill est sur le point de devenir un zombie, il n'y a pas vraiment de temps à perdre. Si j'étais à la place de Carlos, j'utiliserais mes armes puissantes pour ouvrir mes propres passages à travers les portes, les fenêtres ou à travers les murs si c'est possible. De cette façon, il gagnera beaucoup de temps et réduira le risque d'être tué dans un combat avec des zombies ou d'autres créatures qui rôdent dans les couloirs. Toujours déterminé à sauver le monde, Carlos se ferait un chemin au milieu de plusieurs hunters et d'encore plus de zombies, jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à atteindre le laboratoire du médecin. Mais ce qu'il y trouve n'est pas très bon. Il semble que quelqu'un de moins amical ait atteint le docteur en premier, si on en croit l'impact de la balle dans sa tête. Ça aurait pu être une mauvaise chose s'il ne s'agissait pas d'une véritable ordure. Mais heureusement, l'ordinateur du docteur révèle à Carlos tout ce qu'il a besoin de savoir. Il s'avère que le médecin avait gardé quelques échantillons du vaccin dans son bureau, mais que le reste est stocké dans une installation secrète située sous l'hôpital. Carlos trouve un échantillon caché dans le placard qu'il utilise pour guérir Jill après s'être débrouillé pour revenir dans le hall. Et il reste à ses côtés jusqu'à ce que le vaccin commence à faire son effet. Un peu plus tard, Tyrell entre dans la pièce en titubant, ayant lui-même subi quelques blessures. Et il allume immédiatement la télévision sans dire un mot. D'après les infos, il leur reste moins de 24 heures avant que l'armée ne bombarde toute la ville pour contenir l'épidémie. Ça veut dire que tous les non-zombies qui n'auront pas évacué à temps seront également tués par l'explosion. Alors que Jill est en convalescence, Carlos se rend au laboratoire souterrain dans l'espoir de trouver d'autres échantillons du vaccin et de prouver à l'armée que le virus peut être guéri avant que Raccoon City ne soit transformé en cratère. Quand Jill se réveille enfin, Tyrell lui explique la situation désastreuse. Mais au lieu de quitter la ville comme il le lui suggère, la super flic décide au contraire de retourner à l'intérieur. Il ne reste que quelques heures avant que le missile ne frappe, mais elle est déterminée à trouver Carlos et à mettre fin aux agissements d'Umbrella ou à mourir en essayant. Jill traverse le sous-sol de l'hôpital et découvre un énorme mont de charge assez grand pour contenir plusieurs semi-remorques. Elle descend dans une installation ultra moderne où Umbrella effectuait toutes sortes de tests effroyables sur ses créations cauchemardesques. À sa grande surprise, Nikolai l'observe en silence depuis une salle d'observation. Mais quand elle essaie de remonter avec l'ascenseur pour le confronter, Nikolai a déjà disparu depuis longtemps. À ce moment-là, elle entend quelqu'un s'approcher par derrière. Heureusement, il ne s'agit que de Tyrell, et tous deux acceptent de faire équipe pour retrouver Carlos et le vaccin. Le plan les mène dans un couloir futuriste, mais leur partenariat est tout à fait éphémère, parce que tout à coup, Nemesis dit « Tu m'as oublié, hein ?» et il empale Tyrell avec un tentacule en plein dans la poitrine. C'est fini pour lui, et Jill n'a d'autre choix que de courir vers la pièce suivante, tandis que la créature lui fonce dessus, et elle lui claque la lourde porte anti-explosion au nez juste à temps. Elle se ferait un chemin au milieu des chercheurs morts-vivants qui errent encore dans les couloirs, et elle arrive à un laboratoire où elle pourra synthétiser elle-même un échantillon du vaccin. Il lui suffit de trouver les ingrédients qui sont éparpillés aux quatre coins des installations. Pour l'instant, la mission de sauvetage se transforme en chasse au trésor, avec d'autres zombies et d'autres variantes bizarres qui lui bloquent le chemin. C'est un défi de taille, mais à chaque étape, Jill se rapproche un peu plus de son objectif. Ok. Jill se concentre sur la fabrication d'un seul échantillon du vaccin afin de prouver au gouvernement que le virus peut être guéri et qu'il ne devrait pas renvoyer Raccoon City à l'âge de pierre. C'est une mission importante, mais au cas où elle n'aurait pas jeté un coup d'œil à l'extérieur depuis un petit moment, il ne reste plus beaucoup de la ville à sauver en fait. Et ne créer qu'un seul échantillon du vaccin pourrait bien être une perte de temps. Au lieu de ça, j'essaierai d'obtenir plusieurs exemplaires de chaque ingrédient si possible, et de les utiliser pour fabriquer le plus grand nombre possible d'échantillons du vaccin. Ces échantillons supplémentaires pourraient être utilisés contre Nemesis, en lui injectant les vaccins dans le but de contrer le virus responsable d'une grande partie de son pouvoir. Jill pourrait même créer une version aérosolisée du vaccin et la diffuser dans les systèmes de ventilation de l'installation, exposant ainsi toutes les menaces de la base au vaccin, et espérant les affaiblir ou les détruire complètement. Pour finir, aussi impitoyable que ça puisse paraître, j'envisagerais fortement de laisser Carlos derrière moi une fois que j'aurai mis la main sur un échantillon du vaccin. Le temps presse,
Et si ce que Jill finit par fabriquer est le seul échantillon existant, alors risquer de le perdre pourrait signifier un désastre pour le reste du monde. Carlos semble déjà capable de s'en sortir tout seul. Et même si je suis sûre qu'il apprécierait que Jill risque sa vie pour le sauver, c'est probablement pas ce qu'il voudrait. Donc si elle décide de s'enfuir pendant qu'elle en a l'occasion, elle pourra au moins dormir tranquille en sachant qu'elle a fait ce qu'il y avait de mieux pour le reste de la société. La dernière étape de sa recherche l'amène dans une salle d'incubation remplie de bébés tyrans et de hunters. Au début, ils dorment tous paisiblement dans leurs éprouvettes. Mais quand Jill revient sur ses pas, après avoir récupéré les échantillons dont elle avait besoin dans le laboratoire du dessus, les hunters commencent à jaillir de leur enceinte de confinement et à l'attaquer, la forçant à utiliser le lance-grenade pour les éliminer avant que les portes de sécurité ne s'ouvrent enfin et lui permettent de sortir de la pièce. Enfin, après s'être frayé un chemin dans ce qui semble être tout le complexe, Jill retourne au laboratoire et parvient à synthétiser un autre échantillon du vaccin. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver Carlos et à se tirer de là. Alors qu'elle court vers la zone suivante, Némésis traverse le mur et se jette sur elle, faisant tomber Jill de la plateforme. C'est alors que Nikolai arrive et prend le dernier échantillon du vaccin pour le vendre au plus offrant, marchant sur les doigts de Jill et la faisant tomber dans la pièce où son poursuivant mutant l'attend déjà pour finir le boulot. Le combat se déroule de la même façon que précédemment, mais cette fois-ci, Jill a un ami. Son compagnon de route Carlos arrive juste à temps et envoie une grue que Jill utilise pour sortir de la salle, tandis que lui inonde l'endroit à grand renfort d'acide, réduisant Némésis en une grosse flaque de matière visqueuse. De retour à l'étage, Jill confronte Nikolai qui tente de fuir le bâtiment. Mais leur discussion est interrompue quand Némésis traverse à nouveau le mur sous la forme d'un blob géant. Cette chose est terrifiante, mais là, Jill en a vraiment ras-le-bol. Elle envoie Carlos à la poursuite de Nikolai et utilise un énorme fusil à rayons qui se trouve justement dans la pièce pour faire un trou dans la bouche de la créature et à travers les murs d'acier de l'installation, faisant enfin assez de dégâts pour abattre le monstre géant une bonne fois pour toutes. Elle reprend l'ascenseur pour remonter à la surface et trouve un Carlos blessé et immobile sur la plateforme d'atterrissage. Tout à coup, Nikolai sort de l'ombre, envoie Jill au sol et détruit le dernier échantillon du vaccin. Il ne reste que 10 minutes avant l'arrivée du missile, alors Nikolai a bien l'intention de tuer Jill et de se tirer d'ici tout seul. Mais au moment où il s'apprête à appuyer sur la détente, Carlos entre héroïquement en action. Il désarme Nikolai et le maintient immobile pour que Jill puisse tirer sur lui. Heureusement pour eux deux, Jill vise bien, et elle abat Nikolai tout en laissant Carlos indemne. Le missile se rapprochant, il décide de s'emparer de l'hélicoptère et d'abandonner Nikolai à son sort. Nos héros parviennent à sortir de la zone d'explosion juste au moment où le missile thermobarique frappe la ville, détruisant toutes les preuves des crimes contre nature d'Umbrella. Bien qu'ils aient réussi à survivre, il est difficile de considérer ça comme une victoire. Mais Jill jure qu'un jour elle trouvera un moyen de faire tomber Umbrella pour de bon, et ce, quel qu'en soit le prix. Wouh! Alors, est-ce que vous aimez Resident Evil 3 autant que moi? C'est mon jeu préféré et je suis très contente qu'on l'ait couvert aujourd'hui dans Comment battre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous auriez fait. Et si vous savez comment faire un speedrun de ce jeu, dites-le moi aussi parce que je peux terminer ce jeu en moins de 10 secondes. Bon, c'est tout pour l'instant. Alors laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!